Donc, bonjour à tous, on va essayer de commencer à peu près à l'heure. Donc, on est très honorés et on remercie vraiment le professeur Henri Montaudier d'être venu aujourd'hui, de s'être donné la peine de venir. Donc, Henri, il est oncodermatologue au CHU de Nice. C'est le responsable de l'unité d'oncodermatologie au CHU de Nice. Et donc, il a accepté aujourd'hui de venir nous parler d'un sujet qui nous change un petit peu du mélanome sur la prise en charge des carcinomes épidermoïdes cutanés au risque de récidive et avancée. Voilà, donc un grand merci à lui. Merci à vous aussi de vous être mobilisés comme ça aussi nombreux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de disciplines représentées, les radiothérapeutes, les infirmières, les ARC du BEC qui nous aident dans la prise en charge des patients tous les jours. Il y a même notre psychiatre de l'Oncopole, c'est pour dire. Donc merci à tous. Et puis je crois qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont connectés, puisque c'est en format hybride. Donc, il y aura un système pour ce qui est des questions. Il y a un système de chat. Donc, on va enregistrer les questions au fur et à mesure. Et si vous voulez bien, on fera un temps de questions-réponses plutôt à la fin de l'intervention d'Henri. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cécile. Avant de commencer, à mon tour de te remercier et également Vincent pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de parler à peu près 1 heure sur le carcinome épidermoïde cutané à haut risque de récidive et avancée. Comme vous l'a dit Cécile, ça change un petit peu du mélanome. Je ne sais pas vous, mais nous, on a l'impression que nos RCP d'oncodermato maintenant sont remplis, embolisés de carcinome épidermoïde. Je pense que c'est devenu l'essentiel de nos dossiers, et souvent des dossiers qui sont de plus en plus délicats parce qu'on intègre dedans souvent des patients âgés, morbides. Donc, je pense à un sujet qui a toute sa place dans cette discussion. Donc, la diapositive usuelle. Alors, très brièvement, les carcinomes épidermoïdes cutanés, comme vous le savez, c'est une tumeur maligne développée aux dépens des kératinocytes. Des kératinocytes qui morphologiquement sont de grande taille, entravés ou mal limités, un petit peu par opposition à l'autre cancer épithélial cutané, donc le carcinome basocellulaire. Ce sont des cellules qui sont morphologiquement proches de ce qu'on appelle les cellules de la couche épineuse. C'est pour ça que historiquement, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Historiquement, on parlait de carcinome spinocellulaire, à partir de cette étymologie couche épineuse, mais comme vous le savez, on parle maintenant de CEC. C'est un cancer qui est très fréquent, c'est le 2e cancer cutané le plus fréquent. Il reste quand même un petit peu moins incident que le carcinome basocellulaire, mais nettement plus fréquent que le mélanome notamment. Dans l'immense majorité des cas, c'est un cancer qui touche le segment céphalique, la tête et le cou, mais comme vous le savez, il peut y avoir des localisations extracéphaliques et qui sont en fait des cancers, en particulier dans les formes avancées, on va en rediscuter tout à l'heure, qui sont vraiment de comportements différents, notamment du fait de mécanismes moléculaires différents. Une incidence qui est en augmentation du fait du vieillissement de la population, des habitudes de vie depuis des décennies avec les expositions au soleil, et un âge médian, vous voyez, qui est de 70-80 ans, qui tend également à diminuer de plus en plus. Il n'est pas rare de voir des carcinomes épidermoïdes cutanés chez des patients de 50-60 ans, donc vraiment un âge médian qui descend. Parmi les facteurs de risque, de façon un peu listée comme ça, bien sûr, il y a les UV, UVB et UVA notamment, le phototype clair, l'immunosuppression, que j'ai mis en rouge, car on sait que ce sont vraiment des terrains particulièrement à risque, et on y reviendra également tout à l'heure chez les transplantés d'organes. Des choses plus rares, les génodermatoses, les plaies chroniques, les infections au papillomavirus, les expositions à certains hydrocarbures, et les médicaments. Pas mal de médicaments peuvent, par des mécanismes sur les voies de signalisation, notamment de MAP kinase, induire des carcinomes épidermoïdes. De façon non exhaustive, je vous ai cité les inhibiteurs de BRAF, qu'on utilise beaucoup en oncodermatologie notamment, le ruxolitinib, un anti-JAK2. Ce qu'il faut savoir, et vous le savez certainement, c'est que dans l'immense majorité des cas, les carcinomes épidermoïdes, ça reste quand même des cancers de bon pronostic qui, une fois qu'ils ont été convenablement traités chirurgicalement, ne posent, entre guillemets, pas de problème. Mais ce n'est pas cela qui vont nous intéresser aujourd'hui. Juste un continuum, comme vous le savez, il peut y avoir donc le carcinome épidermoïde invasif, tout à droite, celui dont on va parler aujourd'hui, peut survenir de novo, bien sûr, mais il peut y avoir également une progression à partir des kératoses actiniques que vous voyez à gauche, qui sont des dysplasies épithéliales de faible, moyen, haut risque de transformation. On dit classiquement que le risque de transformation d'une kératose actinique au cours d'une vie, c'est de 20 à 30%. Donc, ce n'est pas systématique. Et bien sûr, c'est un processus qui va prendre des années. Vous les voyez, c'est ce qu'on appelle ces champs de cancérisation qui se caractérisent par des mutations de P53, des mutations somatiques UV induites. Ici, donc, la plupart du temps, notamment au niveau du crâne des hommes ou des femmes, et souvent des hommes, avec calvitie.
Il y a ensuite le carcinome épidermoïde cutané in situ, ce qu'on appelle la maladie de Bowen ou l'érythroplasie de Kera au niveau génital masculin. Donc là, on est déjà sur un carcinome épidermoïde, mais de bon pronostic. Vous voyez que dans les petits encadrés ici, ces formes-là de dysplasie de carcinome peuvent être traitées par des thérapeutiques que les dermatologues connaissent bien, cryothérapie, immunothérapie locale par imiquimod, ce qu'on appelle l'Aldara, ou bien encore la photothérapie dynamique. Puis les carcinomes épidermoïdes invasifs dont on va discuter aujourd'hui. Alors, dans les carcinomes épidermoïdes cutanés invasifs, on distingue les formes communes, à faible risque et à haut risque, et les formes avancées, c'est la terminologie. Dans les CEC avancés, il y a les formes localement avancées, non accessibles à la chirurgie et ou à une radiothérapie, une extension large, a fortiori une érosion, voire une invasion osseuse. Puis il y a les formes métastatiques. Quand on parle de carcinome épidermoïde cutané métastatique, ça englobe les atteintes loco-régionales, métastases en transit, on va y revenir, et adénopathie régionale, et bien sûr les métastases à distance, notamment pulmonaires et osseuses, mais comme vous le savez, tous les organes peuvent être touchés. Le diagnostic, il est relativement simple, on l'évoque sur le terrain, la clinique, on l'a dit, patients relativement âgés, la plupart du temps dans des zones photo-exposées, des lésions qui sont souvent bourgeonnantes, ulcérées, érosives, saignantes, hémorragiques. Et la confirmation va être faite là aussi avec un petit appareil que les dermatologues connaissent bien, qu'on appelle le punch, ici, mais ça peut tout à fait être aussi fait au bistouri, où on fait un prélèvement d'une partie de la lésion pour l'analyse anatomopathologique. La plupart du temps, pas toujours, mais c'est quand même un diagnostic qui n'est pas un gros challenge pour les anatomopathologistes. Mais encore une fois, la confirmation est absolument nécessaire avant la prise en charge. En ce qui concerne les recommandations, vous voyez, chaque pays, continent, enfin institution établit ses recommandations. Elles sont assez récentes. Les recommandations anglaises datent de 2020, les recommandations américaines de 2022. Et la dernière actualisation des recommandations européennes est assez récente, date de 2023. Donc ce sont à partir de ces recommandations qu'on établit ensuite notre prise en charge spécifique, prise en charge diagnostique et bien sûr thérapeutique. Alors de quoi on parle quand on parle d'un carcinome épidermoïde primitif, opérable, à haut risque de récidive? Premièrement, les classifications américaines, je pense que tout le monde est familier avec la JCC 2010, réactualisée en 2017. Ce qui est encadré en rouge concerne les carcinomes épidermoïdes à haut risque de récidive. On va s'intéresser à la plus récente, à l'actualisation de 2017. Vous voyez qu'à partir du stade T2, on parle de carcinome épidermoïde à haut risque de récidive. T2, c'est-à-dire une tumeur dont le diamètre cliniquement est de plus de 2 cm, mais inférieur à 4 cm. T3 de plus de 4 cm, ou quelle que soit la taille de la tumeur, avec les autres critères que vous voyez ici, envahissement profond, ou atteinte périneurale, ou érosion mineure osseuse. Puis l'atteinte T4, sous-divisée en T4A, T4B, avec envahissement cortical osseuse ou médulaire, voire un T4B avec envahissement jusqu'à la base du crâne. Je vous rappelle ici, mais on va y revenir rapidement après. Les facteurs de risque également établis à partir de ces recommandations américaines sont le Breslow. C'est un terme qu'on a vu apparaître, qui était un peu historiquement dédié au mélanome, à l'indice de Breslow, qui est l'épaisseur tumorale en millimètres, et qu'on a vu apparaître depuis maintenant quelques années, également dans les carcinomes épidermoïdes cutanés. Donc il n'est pas rare, et même c'est demandé, dans les comptes rendus histologiques, de voir un Breslow, qui est donc l'épaisseur. Et lorsque cette épaisseur fait plus de 6 mm, c'est un facteur de risque de CEC à risque de récidive. On retrouve également l'envahissement au-delà de la graisse, l'envahissement périneural, l'érosion osseuse mineure. Il y a une autre classification, parce que c'est un peu la particularité de l'épidermoïde, par rapport notamment au mélanome, au basocellulaire ou au Merkel, pour l'oncodermatologie, c'est qu'il y a plusieurs classifications. Je vous ai cité ces deux principales, et il y en a encore d'autres. Donc une qui fait un peu référence, c'est la classification BWH, à partir d'une base de données de près de 1200 patients. Selon cette classification, vous voyez que les CEC à haut risque de récidive concernent ceux qui sont encadrés en rouge, c'est-à-dire les T2B et les T3. Qu'est-ce que c'est T2B, T3? Les T2B, ce sont des CEC avec 2 ou 3 facteurs de risque, et T3, plus de 4 facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, on les retrouve dans l'encadré en jaune. On retrouve toujours ce diamètre de plus de 2 cm, le diamètre clinique, ce n'est pas l'épaisseur selon Breslow. L'envahissement tumoral au-delà de la graisse. L'envahissement périneural, on va y revenir tout à l'heure avec ce cutoff à 0,1 mm, mais qui est toujours sujet à discussion, et le niveau de différenciation. Donc là, c'est pour vous montrer, juste illustrer mes propos à l'instant. Donc l'iconographie à gauche, c'est un monsieur avec un carcinome épidermoïde cutané de 21 mm, avec une histologie qui montre un CEC mal différencié d'épaisseur selon Breslow à 7 mm. Donc qu'on classe selon les deux classifications qu'on vient d'évoquer, en T2B pour la BWH ou en T2
pour la JCC de 2017. Et à droite, un CEC de 22 mm, mal différencié également, avec une épaisseur selon Breslau de 9 mm, toujours T2B selon la BWH et T2 selon la JCC. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour essayer de centrer, de fixer les idées sur ces recommandations européennes et américaines de 2023 et 2020. Il y a, comme vous voyez, c'est ce qui apparaît en rouge, c'est ce qui ressort en commun. Qu'est-ce qui ressort en commun? Alors, le diamètre, 20 mm pour les Européens, au-delà de 40 mm pour les Américains, permet de classer ces CEC en haut risque de récidive. Après, ce qui ressort de façon assez homogène dans ces recommandations, c'est l'épaisseur, encore une fois, selon Breslau, 6 mm, vous voyez, pour les 3 classifications, l'envahissement au-delà de la graisse, le sous-type histologique desmoplastique. Le niveau de différenciation, c'est quand même quelque chose, enfin, en tout cas nous, de notre côté en RCP, on est assez sensible à ce critère, ne ressort pas dans les recommandations de façon homogène, notamment dans la NCSC-N de 2023. Et l'envahissement périnerveux, comme je vous l'ai dit, on va y revenir, qui ressort également comme un critère homogène à travers ces 3 recommandations. Autre particularité, c'est la localisation. Ça, c'est une spécificité. Vous voyez, ça illustre ce que je vous mettais ici. C'est que la localisation n'apparaît que pour les recommandations européennes et non les recommandations américaines. Et je voulais mettre cette diapositive parce que le dessin est assez fixe les idées, hein, où on voit ces 3 zones, ces 3 localisations qui permettent de déterminer si le CEC est à moyen, haut ou faible risque de récidive. Et vous voyez que la zone en rouge rosé est considérée comme la zone à haut risque, la mask area of the face. Autre point très important qui n'apparaît pas pour l'instant, ce sont les métastases en transit ou les satellites. Vous le savez, dans les classifications du mélanome, du carcinome de Merkel, le fait d'avoir que le patient ait une atteinte sous forme de métastase en transit ou de satellite rentre dans les classifications, mais ce qui n'est pas le cas dans les carcinomes épidermoïdes cutanés. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par lésions satellites ou en transit? Donc, ce sont des lésions dermiques qui proviennent soit d'une dissémination par voie lymphatique et ou par voie hématogène. Et c'est une petite définition, vous voyez ici. Donc, satellite, lorsqu'on est... Vous voyez ma souris, oui. Ici, donc satellite, lorsqu'on est dans la zone péritumorale jusqu'à 2 cm à partir de cette zone, et en transit, lorsqu'on est au-delà de 2 cm de la zone péritumorale. Et il y a eu beaucoup de publications ces dernières années, depuis 3-4 ans, sur ces lésions satellites et en transit, et sur leur caractère péjoratif ou non. Et notamment cette série, à partir de 2 bases de données, donc la clinique Cleveland et la fameuse BHM, d'où est tirée la classification dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans cette étude, c'était des patients qui n'avaient pas d'atteinte ganglionnaire, mais qui par contre avaient des atteintes satellites ou en transit, et qui étaient comparés à des patients, alors différents stades, T3, T4 sans atteinte ganglionnaire, ou alors des patients avec une atteinte ganglionnaire, N1, N3, voire des patients avec atteinte métastatique. L'objectif de cette étude, c'était de regarder la survie sans récidive et également la survie spécifique en comparant ces 2 populations, patients avec méta en transit, satellite, versus ceux que je viens de vous exposer. C'était 518 patients. Parmi ces 518 patients, à peu près 14%, 72 patients, présentaient des lésions en transit ou satellite. Et 341, l'autre population, T3, 36 T4 et 70 avaient une atteinte ganglionnaire. Dans cette étude, il y avait un suivi médian de 36 mois. Et ce qui ressort, c'est que le fait d'avoir des métastases en transit ou satellite, ces patients-là avaient un risque de récidive qui était supérieur aux patients de stade T3, T4 et qui avaient une survie spécifique liée à leur carcinome qui était identique aux patients avec une atteinte ganglionnaire. En revanche, le pronostic était plus péjoratif en cas d'atteinte métastatique. Donc, ce qui ressort de cette étude, c'est pourquoi ne pas intégrer dans les classifications dont on a parlé tout à l'heure, la classification notamment BWH ou AJCC, ces lésions en transit, satellites, qui ont, comme le montrent ces courbes ici, quand même une valeur péjorative tout aussi importante que l'atteinte ganglionnaire. Et on peut imaginer également dans les stratégies néoadjuvantes dont on va parler par la suite. Autre point aussi, c'est le risque de récidive d'un carcinome épidermoïde cutané. Ce que montre cette étude assez récente, c'est qu'en fait le risque est maximal les 3 premières années, voire la première année. Encore une fois, c'est une étude à partir des cohortes classiques, la BWH dont je viens de vous parler, et la Cleveland Foundation, donc de 2010 à 2012, il y avait 321 patients atteints de carcinome épidermoïde. Enfin, il y avait 321 carcinomes chez 296 patients. Et ce qui ressort de cette étude, et c'est ce que vous voyez sur les histogrammes à côté, c'est que le délai médian de récidive locale, régionale et à distance, il est de l'ordre de 11 mois, enfin on va dire de 10 mois à peu près. Autrement dit, la récidive survient la plupart du temps dans la première année.
Et c'est ce qui est illustré sur la phrase en rouge. Le délai médian de récidive ou de décès survient dans la première année et avec plus de 95% des événements qui surviennent dans les 3 premières années. C'est ce que vous voyez ici. On voit les histogrammes qui se maintiennent les 3 premières années. Et ensuite, le risque de récidive, qu'il soit local, régional à distance, chute. Je trouvais cette étude assez intéressante parce qu'on se demande toujours la durée de suivi des patients, les modalités de suivi. Quand on regarde ça, ça incite encore une fois dans cette population à haut risque de cibler certainement la première année, il n'y a pas de doute, mais d'aller peut-être jusqu'à 3 ans de surveillance et ensuite de se permettre d'espacer. En plus, comme on l'a dit au début, même si l'âge médian diminue, on est quand même volontiers dans des populations âgées où les modalités de surveillance, le rythme de la surveillance pose toujours tout de suite problème, enfin en tout cas questionnement. Donc le message ici, c'est être vigilant la première et d'aller jusqu'aux 3 premières années. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge thérapeutique? Assez brièvement, première étape, ce sont les carcinomes épidermoïdes communs, à faible risque, ceux dont on ne parle pas trop aujourd'hui, mais je voulais quand même le rappeler, puis pour avoir une démarche assez logique. Donc ce sont ceux qui sont T1 ou qui n'ont aucun facteur de risque parmi tous ceux qu'on vient de citer. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'imagerie nécessaire, pas d'échographie ganglionnaire, pas de scanner, de PET scan ou d'IRM. Ce sont des dossiers qui ne sont pas nécessairement discutés en RCP, donc là même un petit message... Voilà, ou des fois, je pense qu'ici, vous êtes bien au fait de ça, de ces RCP qui sont parfois un peu embolisés de dossiers de baso ou d'épidermoïdes de très bons pronostics. Typiquement, ceux-là ne nécessitent pas nécessairement de passage en RCP. C'est une prise en charge qui est assez consensuelle et assez simple. Puis il y a tous les autres dont on va discuter, qui sont donc ceux qui ont des facteurs de risque de récidive, qui ont des critères initiaux péjoratifs, pour lesquels il va y avoir un bilan d'imagerie qui va être nécessaire, un bilan loco-régional à minima, échographie ganglionnaire, cervico-parotidienne, PET scan, scanner. On pourra en rediscuter parce que là aussi ça fait un peu débat, le rythme de surveillance. Mais là pour le coup, ces carcinomes épidermoïdes à haut risque de récidive doivent être discutés en RCP, d'oncologie, d'oncodermatologie. Le point aussi qui se pose souvent, c'est la place du ganglion sentinelle. C'est bien établi dans le mélanome, bien qu'il est de plus en plus menacé. C'est également bien établi et assez consensuel dans le carcinome neuroendocrine de Merkel. Pour le coup, dans le carcinome épidermoïde cutané, il y a très très peu de données, et voire les données ne plaident pas en faveur d'une pratique systématique du ganglion sentinelle, et voire même, c'est le petit encadré que je vous ai mis ici, la box 6, ce n'est pas recommandé en tout cas au niveau européen. Nous, je sais qu'à Nice, ce n'est pas une pratique que l'on fait. L'équipe avec qui je travaille de chirurgien ORL tête et cou s'était beaucoup impliquée, avait voulu lancer un PHRC là-dessus, mais ça n'avait pas donné lieu. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas recommandé de faire de ganglion sentinelle dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, notamment. Autre point très important, je voulais le signaler, c'est ce qui est encadré en rouge, c'est les transplantés, parce que c'est clairement une population à risque. Ce sont des bombes à retardement, ces patients. On est d'accord que ce sont des niches, mais on en voit quand même de plus en plus. Et on a toujours cette discussion, ces échanges avec nos collègues transplanteurs, néphrologues, sur le traitement immunosuppresseur, parce qu'on sait que c'est corrélé et on aime bien. Il y a quand même beaucoup de données qui montrent sur le fait de minimiser l'immunodépression pour éviter le risque de récidive du carcinome et, si possible, de switcher avec un inhibiteur de mTOR. Donc ça, c'est un point également important et qui est rappelé dans ces recommandations. Le traitement initial de ces CEC, donc à bas risque, ceux dont on ne discute pas nécessairement en RCP, ce sont des marges de 5 mm. Ceux qui sont à haut risque opérables, ce sont des marges entre 6 et 10 mm. Donc c'est bien établi, vous voyez, c'est un niveau de preuve très robuste, car un carcinome épidermoïde cutané, le traitement de première intention reste la chirurgie. On va vite venir à l'immunothérapie parce qu'on en entend parler partout, mais il faut garder en tête que c'est quand même ce traitement-là qui reste le traitement de référence dans les carcinomes épidermoïdes cutanés, y compris dans ceux à haut risque, et j'ai même envie de dire a fortiori dans ceux à haut risque de récidive, donc avec ces marges entre 6 et 10 mm. Là, pour illustrer mes propos, donc ce patient avait donc un épidermoïde pour le coup bien différencié, une taille de moins de 20 mm, 17 mm, et une épaisseur par contre de plus de 6 mm, parce qu'il avait une épaisseur selon Breslow de 9 mm. Donc ça faisait un T2A selon la BWH ou un T1 selon la JCC. Donc on est sur une tumeur de faible risque et qu'on peut reprendre avec des marges à 5 mm, comme vous le voyez sur cette iconographie. Un autre exemple, une patiente de 99 ans, comme on en voit en tout cas à Nice, mais Nice est connu pour avoir une population assez âgée. On en voit beaucoup, des patientes de plus de 90 ans, avec des tumeurs comme celle-ci par exemple. Donc cette dame, 99 ans, elle avait un carcinome épidermoïde frontal,
T2B, N0, M0, pas d'atteinte ganglionnaire et ni d'atteinte métastatique viscérale. On a proposé donc en RCP une prise en charge selon les recommandations assez consensuelle, résection avec des marges à 10 mm, avec une technique complémentaire selon Slomos en profondeur et une réparation comme vous pouvez le voir sur l'iconographie ici. Et donc pas de ganglion sentinelle pour ces patients-là. Et vous me direz même au-delà du manque de preuves, on peut se poser clairement l'intérêt thérapeutique chez des patients de plus de 90 ans. Un autre exemple, ce patient de 79 ans qui présentait cette volumineuse lésion tumorale bourgeonnante hémorragique occipitale gauche, avec ici, il y a la flèche, voilà, un petit envahissement de la corticale externe sur le scanner du milieu et en plus une adénopathie sous-occipitale que vous voyez tout à droite. On a proposé donc toujours en RCP, comme je vous l'ai dit, ce sont des dossiers qui doivent être discutés en RCP, donc en dermatologie, une résection tégumentaire avec des marges de 10 mm, une corticotomie osseuse de la table externe que vous voyez sur la 3e photographie, et dans un second temps, une greffe de peau, et en plus, comme je vous l'avais dit, elle avait une atteinte occipitale, un curage ganglionnaire. Donc une prise en charge chirurgicale. Et ensuite, il y a ces autres formes de CEC. Cette fois-ci, on n'est même plus dans les CEC à haut risque de récidive, mais on est dans les CEC localement avancés ou métastatiques. Selon la définition que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous rappelle que métastatiques, ce sont les formes métastatiques viscérales, où ça parle pour tout le monde, poumons, os notamment, mais également les formes adénopathiques régionales ou en transit. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Pour les formes ganglionnaires, exclusivement ganglionnaires, là aussi, c'est bien établi, c'est robuste. Il faut proposer un curage ganglionnaire s'il y a une atteinte ganglionnaire, prouvée histologiquement, et bien sûr, en s'assurant au préalable par un bilan d'imagerie complet qu'il n'y a pas de métastase à distance. Par contre, ce n'est pas indiqué de faire de curage ganglionnaire préventif s'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, clinique, radiologique, et éventuellement avec une ponction ganglionnaire qui est négative. Donc pas d'intérêt à un curage préventif. Ça, c'est pour illustrer également. Donc, patient de 82 ans, vous voyez, terrain de leucémie à tricholococyte traité 12 ans auparavant, mais qui reste en bon état général. Et qui avait cette lésion qui n'est pas forcément très impressionnante, qui peut traîner. D'ailleurs, c'était l'histoire de ce monsieur. C'était au départ une kératose actinique. On est clairement sur une zone qui est UV exposée de façon très chronique. Une lésion croûteuse qui ne cicatrise pas. C'est un peu des parcours médicaux stéréotypés, ces patients. Les patients négligent pendant longtemps ces lésions. Les médecins, les dermatologues, dans toute la chaîne, il y a peut-être un petit peu de mise sous le tapis. Puis en fait, c'est quelque chose, cette petite croûte qui ne ressemblait pas à grand-chose, en fait, traduit un épidermoïde avec donc une atteinte qui est déjà loco-régionale avec une adénopathie de 2 cm. Un bilan d'imagerie qui a confirmé cette adénopathie et le traitement qui a été proposé, donc c'est l'exérèse que vous voyez en haut à droite, associé à un curage ganglionnaire cervico-parotidien. Ensuite, la place de la radiothérapie. Alors, elle est indiquée lorsque la chirurgie n'est pas carcinologique, R1 et donc a fortiori R2, même s'il faut essayer au maximum de discuter avec nos collègues chirurgiens, d'avoir l'obtention de cette chirurgie carcinologique. Mais lorsque cela n'est pas possible, lorsque le risque fonctionnel, la morbidité du fait du terrain fait que ce n'est pas possible d'envisager une nouvelle chirurgie, dans ces cas-là, on peut proposer une radiothérapie complémentaire. En ce qui concerne la radiothérapie adjuvante, oui, là aussi, pour les atteintes ganglionnaires, N+, a fortiori en cas de rupture capsulaire, en particulier dans la région de la tête et du cou. Ce qui peut se discuter, ça aussi, c'est un gros sujet de débat lors des RCP, c'est quand est-ce qu'on fait de la radiothérapie adjuvante pour des carcinomes épidermoïdes cutanés, opérés de façon carcinologique, donc R0, on n'est pas dans les situations juste au-dessus, mais à haut risque de récidive, tous ceux dont on vient de parler depuis le début de la présentation. Donc je vous ai montré un peu relisté ces critères qui font qu'on les considère comme à haut risque de récidive. Le neurotropisme, la récidive, le fait qu'un CE récidive, c'est un critère péjoratif, l'envahissement osseux, la mauvaise différenciation, les emboles vasculaires et l'immunodépression, et en particulier les transplantés d'organes, mais on peut également citer plusieurs hémopathies. Donc on peut discuter de la radiothérapie, mais vous voyez ici, autant dans les encadrés au-dessus, le niveau, le grade de recommandation est assez solide. Le consensus, à chaque fois, vous voyez, il est autour de 100%, donc ça ne fait pas débat de faire de la radiothérapie en cas d'atteinte ganglionnaire, a fortiori R+. Par contre, c'est beaucoup plus discutable, avec un niveau de preuve qui est beaucoup moins robuste, lorsqu'on a ces critères et qu'on a une tumeur qui a été retirée complètement.
Alors, un petit point sur le neurotropisme, parce que c'est quand même le critère où tout de suite, quand on lit le compte-rendu histologique d'un épidermoïde cutané et qu'on voit qu'il y a un neurotropisme, des engainements périnerveux, tout de suite, je pense que pour beaucoup d'entre nous, la discussion avec le radiothérapeute va s'enclencher. Quand on discute aussi avec les anatomopathologistes, c'est toujours difficile, cette histoire d'engainement périnerveux, la taille, la mesure. Il peut y avoir des sauts, donc tout dépend où la tumeur a été retirée. Dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont pris 140 patients qui avaient donc des carcinomes épidermoïdes cutanés et ils ont caractérisé, identifié des patients comme extensive PNI pour infiltration périnerveuse quand il y avait au moins 5 nerfs envahis comparativement à ce qui est habituellement évalué, c'est-à-dire le calibre, la profondeur, la localisation de cet engainement. Et ce qui ressort de cette étude, et que vous voyez de façon assez claire sur les courbes, c'est que le fait d'avoir au moins 5 nerfs envahis, donc l'extensive PNI, augmente le risque de récidive locale, c'est la courbe, les courbes A, et également le décès spécifique lié au carcinome, que vous voyez sur les courbes du dessous, avec la courbe bleue qui, encore une fois, montre l'impact pronostique péjoratif lorsque 5 nerfs sont envahis. Et donc, de cette étude, encore récente, suggère de éventuellement inclure comme critère, quand on parle de neurotropisme, ce cut-off de au moins 5 nerfs comme un critère péjoratif et qui serait peut-être un argument en plus pour encourager la radiothérapie adjuvante. Ensuite, les formes métastatiques, donc cette fois-ci, toujours non opérables, mais métastatiques. Alors, je commence assez brièvement, déjà parce que je ne suis pas radiothérapeute, mais la radiothérapie, et c'est clairement établi dans les recommandations européennes, mais également américaines, a sa place dans le carcinome épidermoïde cutané non opérable. On peut proposer une stratégie de type radiothérapie pour ces patients-là. La chirurgie, on est justement en train de parler des formes qui ne sont plus opérables. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'immunothérapie, on ne fait pas très, très original également, comme dans beaucoup d'autres cancers. L'immunothérapie, je vous rappelle que c'est le prix Nobel de médecine de 2018 avec les checkpoint inhibiteurs. Ces immunothérapies, donc par inhibiteurs des points de contrôle, ça repose sur le concept de la synapse immunologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde est bien au fait des mécanismes d'action de ces checkpoint inhibiteurs, mais on pourra en rediscuter si vous voulez à la fin. Vous voyez que toutes ces molécules à la surface des lymphocytes T, mais également à la surface des cellules tumorales sont de potentielles cibles thérapeutiques. Certaines vont être activées, d'autres vont être inhibées, mais la finalité que l'on veut, c'est de restaurer l'immunité de l'hôte contre la tumeur. Et j'ai envie de dire, en oncodermatologie, comme dans beaucoup de cancers, et dans le carcinome épidermoïde, l'immunothérapie qu'on utilise, ce sont les anti-PD1. Pour l'instant, seuls les anti-PDL1, il y a eu pas mal d'explorations, mais c'est vraiment les anti-PD1 qui ont leur place. Alors pourquoi ça marche très bien? En fait, nous, on a deux exemples de cancers qui sont un peu similaires, le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde cutané. C'est un peu les mêmes tumeurs, ça se passe aux dépens des kératinocytes, ce sont clairement des tumeurs UV induites, donc avec une forte charge mutationnelle. C'est ce que vous voyez ici. Là, vous ne voyez plus ma souris, mais sur l'immunogramme, ici, là, vous voyez que aussi bien le basocellulaire en bleu que l'épidermoïde en orange sont deux tumeurs à charge mutationnelle importante. Et vous voyez aussi sur la courbe à droite, alors pour le coup, on ne voit pas le basocellulaire, mais on voit celui qui nous intéresse aujourd'hui, le carcinome épidermoïde cutané, qui est parmi les cancers à plus grande charge mutationnelle. Il y a deux autres raisons pour lesquelles les épidermoïdes sont très immunosensibles. La première, c'est la présence d'un infiltrat lymphocytaire CD8+, qui est très important, et l'expression à la surface des cellules des molécules de classe 1 du système d'histocompatibilité. Ces critères-là, qui ne sont pas observés au cours des basocellulaires, sont observés au cours des épidermoïdes et expliquent cette très forte immunosensibilité, parce que pour ceux qui ont déjà fait de l'immunothérapie dans les basocellulaires, déjà, ce n'est pas un traitement de première ligne, c'est après les inhibiteurs de la voie Hedgehog, donc la thérapie ciblée orale, et les résultats n'ont rien à voir avec ce qu'on observe dans le carcinome épidermoïde cutané, notamment par ces explications-là. Alors, qu'est-ce qu'on faisait comme anti-PD1 jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, ça date d'il y a un mois, on faisait, je pense, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, hors essai clinique, on faisait essentiellement du pembrolizumab avec cette FDA approved du 24 juin 2020, avec un petit tour de passe-passe, et d'ailleurs qui m'avait été donné par l'équipe toulousaine, c'était comment on peut faire de l'immunothérapie pour un carcinome épidermoïde alors qu'on n'avait pas encore le remboursement de ce fameux sémiplimab, en se servant de l'AMM des CE de la tête et du cou. Et ça tombe bien parce que nos CEC, dans 80-90% des cas,
Ce sont des CE de la tête et du cou. Donc avec cet AMM qui est plus dédié aux épidermoïdes des ORL, on a pu pendant pas mal de temps, 2-3 ans si je ne me trompe pas, proposer en première ligne, parce que c'est ça le débat, excusez-moi, c'était de proposer dès la première ligne une immunothérapie par anti-PD1. C'était quand même conditionné par un critère qui était le score CPS supérieur ou égal à 1, qui est exprimé, donc qui est calculé par l'anatomopathologiste sur la pièce tumorale. Le score CPS, juste pour distinction avec le score TPS, il inclut bien sûr les cellules tumorales qui expriment PDL1, mais également l'infiltrat immunitaire. Donc jusqu'à il y a peu de temps, c'était un peu l'astuce. Pour prescrire des anti-PD1 en première ligne, on se servait de cet AMM. Nous, dans notre logiciel chimio à Nice, on cochait AMM, CE, tête et cou. Alors on était bien embêtés quand c'était des carcinomes épidermoïdes cutanés hors tête et cou. Mais vous l'avez vu, c'est beaucoup moins fréquent. Et donc, il y avait le Cemiplimab qui avait une AMM, mais il n'y avait toujours pas de remboursement. Il n'y avait pas l'avis favorable de la commission de transparence. Il n'y avait pas de remboursement, mais ça a 1 mois, 3 semaines même. Ça y est, le Cemiplimab a enfin un prix et est remboursé. Donc, aujourd'hui, on peut prescrire notre immunothérapie en toute légalité, sans piquer le produit à nos collègues onco-ORL, donc avec le Cemiplimab. Cette diapositive qui est un peu lourde, c'est pour vous montrer que donc, il y a eu pas mal d'études avec les immunothérapies par anti-PD1 dans les CEC évoluées. Premier point, il y a 3 molécules qui ont été étudiées, clairement le Cemiplimab et le pembrolizumab, et il y a eu quelques données avec le nivolumab. L'autre point, c'est ce que je vous ai mis en jaune, c'est qu'il n'y a aucune étude de phase 3 dans l'épidermoïde cutanée, et c'est ça qui a posé énormément de problèmes en France, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le carcinome de Merkel, c'est que les autorités américaines ont approuvé le Cemiplimab sur des données de phase 2. Sauf que nous, en France, nos autorités sont beaucoup plus stringentes, restrictives, et elles imposaient des données de phase 3 qu'on n'avait pas. Les laboratoires, pour ne pas les citer, ne suivaient pas une étude de phase 3, vu que l'Amérique, les États-Unis, qui est quand même un gros prescripteur, pouvaient le prescrire. Donc on est resté dans ce problème-là pendant des années. On l'est toujours dans le carcinome épidermoïde, dans le carcinome de Merkel avec l'avelumab, mais on a réussi, notamment avec le groupe de cancérologie cutanée, à partir de données de phase 4, donc de données de vraie vie, d'une grosse cohorte française, de montrer quand même, si tant est qu'il avait besoin de démontrer, que les anti-PD1 font mieux que la chimiothérapie ou que le cetuximab en première ligne dans les carcinomes épidermoïdes. Donc c'est à partir de données de phase 4 qu'on a réussi à avoir un remboursement du Cemiplimab. Donc ça marche, je vous l'ai dit, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette diapositive qui est un peu lourde? Si on regarde les différentes études, alors je ne suis pas rentré dans le détail, mais globalement, qu'est-ce qui distingue ces études? Alors parfois, ce sont que des carcinomes épidermoïdes localement avancés. Parfois, il y avait 2 cohortes, localement avancées et métastatiques, donc viscéraux et atteintes ganglionnaires ou en transit. Parfois, c'était des patients qui étaient naïfs de traitement systémique, type sel de platine, taxane ou anti-EGFR. Parfois, qui avaient eu ou non de la radiothérapie. Mais globalement, en termes de réponse objective, on retombe à peu près toujours sur nos pattes, c'est-à-dire c'est un taux de réponse objective qui est de l'ordre de 50%. C'est des résultats, dans le mélanome, on est plutôt autour de 35-40% de réponse avec la mono-immunothérapie, je parle. Dans le carcinome de Merkel, qui est une tumeur très sensible, on est plutôt autour de 60% en mono-immunothérapie. Donc premier point, le taux de réponse objective, il est de l'ordre de 50%, c'est ce que vous voyez également ici. Autre point, et ça, on pourra en discuter, nous, c'est vraiment l'impression qu'on a en clinique au quotidien, c'est que quand ça marche très vite et souvent de façon assez impressionnante. On va voir des photos tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est corroboré par ces études, où vous voyez que le délai médian de réponse, il est de l'ordre, selon les études, de 2 mois à peu près. Ensuite, c'est des reculs un peu courts, survie sans progression à 12 mois, survie globale à 12 mois, mais vous voyez des résultats qui sont au-delà de 50% de survie sans progression à 12 mois, et de survie globale à 1 an, au-delà de 70%, on atteint même parfois 80-90%, et on sait avec l'immunothérapie que cet effet, il se maintient globalement dans le temps. Et c'est ce qu'on voit justement avec ce poster qui a été présenté à l'ASCO en 2024, qui permettait d'avoir un peu de recul avec le pembrolizumab, mais on peut vraiment superposer l'efficacité du pembrolizumab et du Cemiplimab, même si ce sont des comparaisons indirectes. Mais vous voyez, là, on a un suivi médian de 62 mois, qui commence à être quand même intéressant, et on a des durées médianes de réponse qui sont de l'ordre de 52 mois. Et quand on voit toutes ces courbes et ces barres, on voit, on le sait maintenant avec l'immunothérapie, que quand ça marche, il y a un effet qui se maintient dans le temps. Donc ça reste très intéressant. Donc à partir de ça, et c'est maintenant clairement établi dans les recommandations européennes, anglo-saxonnes, pour le carcinome épidermoïde cutané localement avancé
ou métastatique, le traitement de première ligne, c'est l'immunothérapie. Mais vous voyez, bon, grade B, mais c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'à partir d'études de phase 1 et de phase 2. Ce qui est, nous, on est un peu moins habitués à ça. Il y a quelques petites exceptions, mais qui sont discutables. Hein, c'est ce qui a été mis là, dans l'encadré en bas. C'est pour les topographies non photo-exposées, immunodéprimées ou transplantées, des cinétiques explosives, où on peut éventuellement proposer un peu des chimiothérapies. Alors pour les cinétiques explosives, un peu des sortes de chimiothérapie de débulking, comme ont bien l'habitude les onco-ORL. Pour les transplantés, on a toujours la crainte, notamment chez les transplantés rénaux, parce que ce sont surtout ces patients-là qui sont concernés lorsqu'on fait de l'immunothérapie, d'induire un rejet du greffon et ou une perte d'efficacité antitumorale. Donc on peut discuter dans ces situations-là de faire non pas une immunothérapie par anti-PD1 en première ligne, mais une chimiothérapie. Je vous l'ai mis, c'est un avis d'experts du groupe auquel on appartient plusieurs d'entre nous ici, qui vont être prochainement publiés, mais c'est d'avis d'experts. Donc vraiment, c'est mou. Enfin bon. Alors, une fois qu'on a fait d'anti-PD1, parce que ça, à la rigueur, maintenant, on sait tous, sauf que, je vous l'ai dit, c'est 50% de réponse. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. On a quand même des patients, et on a tous, qui vont être en échec de l'immunothérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On retombe là sur des choses un peu plus classiques, anciennes, un peu moins séduisantes. Les anti-EGFR, dans l'épidermoïde cutanée, c'est surtout le cetuximab qui a été étudié. Plus ou moins avec de la radiothérapie, j'ai même envie de dire plus, on va voir ici, hein, avec de la radiothérapie. Hein, il y a vraiment un intérêt, y compris dans les épidermoïdes cutanés, à y associer cetux et radiothérapie. On peut faire de la mono ou de la polychimiothérapie avec des sels de platine et des taxanes, hein, que vous connaissez bien, voire qu'on combine à des cetuximab. Avec le protocole, il y a différents protocoles publiés. Ce sont des protocoles qui ont été extrapolés des études ORL. Parce qu'il n'y a pas eu d'études de phase 3 dans l'épidermoïde cutanée, ni avec le cetuximab, ni avec les protocoles de mono ou polychimiothérapie. Donc ça, nous, c'est les protocoles qu'on utilise à Nice. Mais il y en a, je ne sais pas combien, il y en a plusieurs de publiés. Donc ça peut être une option en cas d'échec ou de contre-indication, et notamment les transplantés d'organes. On peut les considérer comme des contre-indications. Et encore, les transplantés rénaux, c'est discutable. Mais ça peut être une indication. Vous voyez que les taux de réponse, ils ne sont pas si mal que ça. On n'est pas si loin de l'immunothérapie, mais le gros bémol, c'est les durées de réponse et la PFS, où là, pour le coup, les résultats, les durées s'effondrent avec des durées de réponse qui sont de l'ordre de moins de 6 mois. Donc, c'est le gros bémol de ces thérapies. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu du séquentiel également dans l'épidermoïde, localement avancé ou métastatique. On peut faire du cetuximab après l'immunothérapie. Il y a pas mal de données, mais alors c'est vraiment des séries de cas rapportés du rétrospectif. Il y a eu les mêmes dans le mélanome, où on a l'impression que de faire du cetuximab chez des patients qui ont déjà été traités par immunothérapie, il y a des taux de réponse du cetuximab qui sont augmentés de 10-20% par rapport aux données historiques du cetuximab. Tout ça, c'est du comparatif indirect, c'est de l'impression. Mais bon, ça place chez des patients pour lesquels on n'envisage pas des soins palliatifs, hein, parce que clairement, il peut se poser cette question, hein, chez des patients qui sont en échec d'immunothérapie de première ligne. Mais si on souhaite conserver une attitude active, hors essai clinique également, pourquoi pas faire du cetuximab? On peut aussi discuter d'emblée du cetuximab avec de l'immunothérapie. Ça, c'était une publication. On montrait l'intérêt, et nous, c'est ce qu'on fait, et on n'est certainement pas les seuls. On discute cette bithérapie, cetuximab plus anti-PD1, d'emblée pour les CEC hors tête et cou. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont moins immunosensibles, ils posent beaucoup plus de problèmes. Et pareil, il va y avoir des données qui vont être apportées prochainement par le groupe de cancérologie. Et on a quand même bien envie de positionner en première ligne pour les carcinomes épidermoïdes hors tête et cou l'association immunothérapie par anti-PD1 plus cetuximab d'emblée. Il y a justement un essai, alors pas d'emblée, mais en rattrapage, qui a été communiqué à l'ASCO cet été, enfin en 2024. Donc c'était des patients atteints d'épidermoïdes évolués en échec d'immunothérapie. Ils avaient reçu du pembrolizumab, ils étaient soit en stabilité, soit en progression, et ils recevaient pembrolizumab plus cetuximab. Et sur l'encadré bleu et rouge, vous voyez que globalement, il y a 38% de répondeurs. Donc en cas d'échec au pembrolizumab, on retombe toujours un peu sur ces 30%. Hein. On a l'impression que c'est un peu la règle avec l'immunothérapie, en tout cas en oncodermatologie. Les traitements qui arrivent après une immunothérapie de première ligne, on est toujours, je ne sais pas pourquoi, autour de 30% de réponse. Donc c'est une option. Ça peut permettre de sortir de situations bien délicates, bien sûr au prix d'une toxicité, notamment cutanée, qu'on connaît bien avec les anti-EGFR. Et pour le coup, le maintien de la réponse dans le temps, on n'a pas de données là-dessus. Hein. Faire cette bithérapie, on n'est pas certain que l'effet n'est pas juste transitoire grâce au cetuximab, mais qu'ensuite, la perte de l'effet prolongé de l'immunothérapie, on ne l'a pas.
Donc ça, c'est pour vous montrer quelques iconographies de résultats. Hein. C'est assez impressionnant. Je pense que vous avez, ceux qui font également de l'oncodermato avec les épidémoïdes, des réponses vraiment très impressionnantes. Donc après 7 cures. Là, après 6 cures de tumeurs du pavillon de l'oreille, un épidermoïde cutané. Là, donc c'était une patiente qu'on avait inclus dans un essai de phase 1 avec le cosibelimab, qui est un anti-PDL1. C'était 2 cures. C'était quelque chose d'assez impressionnant. C'était bourré en fait d'infiltrats lymphocytaires, hein, CD8+, et on peut le voir, cette tumeur, qui pour le coup, elle n'est pas sur une zone photo-exposée, mais elle a été incroyablement immunosensible. On peut voir chez ce patient-là, 60 patients d'un certain âge, hein, avec, vous voyez, dès la deuxième cure de pembrolizumab, il y a clairement un bénéfice clinique, hein, c'est évident, et qui se maintient dans le temps. Ça, c'est une histoire un peu incroyable d'un monsieur pas si âgé que ça, 65 ans, qui s'était retrouvé bloqué, je ne sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie pendant le confinement, et qui avait un épidermoïde, mais avec des critères qui étaient de pas si mauvais pronostic que ça, mais R1. Et a priori, de ce qu'il avait dit, en 6 mois, ça avait flambé. Il avait cette lésion qui avait infiltré toute la table osseuse et qui allait jusqu'au contact méningé et qui a eu un traitement par pembrolizumab et après radiothérapie. Vous voyez les résultats. Alors, après, on l'a perdu de vue, ce monsieur. Vous voyez, juin, juillet, en septembre, là aussi, ça a fondu complètement. Le positionnement aussi, c'est les formes alors, qui sont parfois opérable. Hein. Je disais au début que les épidermoïdes, ça reste la chirurgie, mais on est tenté quand même de plus en plus de faire de l'immunothérapie et parfois 2-3 cures d'immunothérapie, notamment chez des patients âgés. On se dit que peut-être que le bénéfice chez ces patients-là, il est supérieur à si on avait fait une chirurgie qui leur aurait presque été une chirurgie d'exentération. Vous voyez là, J0 de pembrolizumab en juillet 2021, puis en septembre 2021, et puis voilà la réponse complète, en tout cas clinique, radiologique, qui s'observe et qui se maintient dans le temps, sans forcément maintenir les perfusions d'immunothérapie. C'est presque parfois, alors c'est le luxe de la médecine peut-être en France, hein, on peut peut-être se permettre, et c'est bien, de faire 2-3 cures d'un traitement et sans forcément maintenir, même si on n'a pas beaucoup de données, mais nous c'est ce qu'on fait volontiers, c'est des personnes très âgées, parfois même institutionnalisées, presque un traitement symptomatique. Alors, c'est du luxe, mais voilà, on peut rendre des services considérables. C'était le cas de cette mamie qui était en institution, démente, Alzheimer. On avait eu énormément de mal à lui faire la biopsie, on avait longuement hésité à lui faire de l'immunothérapie, et on lui a fait, vous voyez, ces cures de pembrolizumab en octobre, novembre, et après la C5, et une régression complète. Et on sait maintenant qu'il y a des patients qui, des fois, vivent jusqu'à 95, 99 ans, et ils nous reviennent comme un boomerang, avec des états catastrophiques. Donc l'immunothérapie peut avoir sa place dans ces situations-là. Un autre exemple chez ce monsieur, immunosensible, avec une réponse complète, en tout cas clinique, après la 6e cure de pembrolizumab. Notre exemple, avec plus de cures, un C27, on a maintenu, c'était un monsieur qui était plus jeune, qui était en bon état général. Là, pour le coup, on a maintenu le traitement. Alors oui, on monte toujours et on rapporte toujours ce qui marche, mais bon, ça ne marche pas à tous les coups. On l'a dit, hein, c'est 50%. Voilà, c'est un exemple typique de tumeur immunorésistantes qui, pour le coup, on aurait pu penser quand même qu'elle était immunosensible, vu sa localisation sur le vertex, mais ce n'est pas le cas. Ce monsieur a eu une progression très importante dès l'initiation de l'immunothérapie. Pareil chez ce monsieur-là, vous voyez, avant et après 3 cures de pembrolizumab. Donc c'était par transparence et honnêteté que je voulais quand même montrer ces photos, parce que l'immunothérapie ne marche pas tout le temps. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres positionnements à l'immunothérapie, notamment en situation, dans les formes avancées comme ça, en situation adjuvante? On a eu 2 essais internationaux, je pense qu'à Toulouse aussi vous avez participé, un peu les mêmes, qui étaient des essais qui prenaient des patients qui avaient des carcinomes épidermoïdes localement avancés, opérés, à haut risque de récidive, qui ensuite avaient obligatoirement de la radiothérapie adjuvante, alors que, comme je vous l'ai dit, en tout cas en Europe et en France, ce n'est pas du tout consensuel, mais ils avaient 50-60 degrés, les doses classiques de radiothérapie, et ensuite, après avoir eu la chirurgie R0, la radiothérapie adjuvante de 50-60 degrés, une randomisation pour recevoir soit du pembrolizumab, la première étude, ou un placebo pendant 1 an, soit en dessous du cemiplimab ou un placebo. Donc globalement, les mêmes études. Il y a quelques petites susceptibilités sur le timing, mais ce sont les mêmes études. Celle du bas, on n'a pas encore les résultats, mais celle du haut, il y a l'analyse intermédiaire qui est ressortie et qui pour l'instant est négative. Donc c'est assez décevant. Alors, il y a plusieurs raisons qui sont avancées. Une des raisons, et qui paraît évidente, c'est qu'on a traité de façon très agressive des tumeurs qui ne se seraient peut-être pas comportées de façon si agressive que ça, en faisant une chirurgie R0 et derrière de la radiothérapie adjuvante. Donc pour montrer un écart, et c'était certainement difficile, mais en tout cas cet essai, la Keynote 630, est un essai négatif pour l'instant.
la régénérons en dessous, ben, on a envie de dire il y a de fortes chances que les résultats soient un peu les mêmes parce que c'est la même population, il y a eu le même protocole de radiothérapie, mais bon, on verra. Donc elle a pris un petit coup, la radiothérapie adjuvante, et en plus, bah, comme un peu partout, en tout cas en oncodermato, il y a la stratégie néo-adjuvante qui semble beaucoup plus séduisante, et également donc, dans l'épidermoïde. Alors, pourquoi c'est séduisant? Bon, déjà, intellectuellement, physiopathologiquement, c'est intéressant parce que quand la tumeur est encore en place, bah, il y a un pool très très abondant d'antigènes tumoraux. Il va donc y avoir des lymphocytes T qui vont être très réactifs parce qu'en présence de la tumeur, il va y avoir une diversification du réservoir lymphocytaire et surtout, il va y avoir des lymphocytes T résidents en mémoire qui vont se mettre en place. Ensuite, la tumeur est enlevée et ces lymphocytes T résidents en mémoire, si la tumeur se réactive quelques mois, quelques années plus tard, ils vont être beaucoup plus efficients de façon plus rapide en plus. L'autre point éventuellement, c'est le dernier point en bas, c'est la réduction de la masse tumorale. Alors quand on parle du mélanome, ce n'est pas très l'intérêt. Dans l'épidermoïde, pourquoi pas, hein, le côté un peu debulking classique de la chimiothérapie depuis des décennies. Mais c'est quand même peut-être pas ce qu'on recherche le plus dans l'épidermoïde, quoique. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est la réponse pathologique que va apporter la stratégie néoadjuvante. La réponse pathologique, c'est un nouveau concept, mais qui commence maintenant à avoir 4-5 ans. Cette diapositive, elle est empruntée d'essais à partir du mélanome, mais le raisonnement est un peu le même. Qu'est-ce que c'est que la réponse pathologique? Donc, c'est sur la pièce opératoire, un curage ganglionnaire ou la tumeur primitive, et c'est volontiers le cas dans les épidermoïdes cutanés. L'anatomopathologiste va nous exprimer la profondeur de la réponse après que le patient ait reçu quelques cycles d'immunothérapie, parce que c'est l'immunothérapie qui aura été faite en néoadjuvant. Et on a plusieurs situations. Première situation, c'est le patient est en réponse pathologique complète, c'est-à-dire qu'il y a 0% de cellules tumorales viables dans la pièce opératoire. Ou alors il est en réponse pathologique quasi complète, majeure, c'est qu'il y a entre 1 et 10% de cellules tumorales viables. Ou alors il est en réponse pathologique partielle, plus de 11%, entre 11 et 50% de cellules tumorales viables. Ou alors il n'y a pas de réponse pathologique, c'est qu'il y a plus de 50% de cellules tumorales viables dans la pièce opératoire. Dans le mélanome, et d'ailleurs dans le carcinome de Merkel également, c'est clairement établi qu'il y a maintenant une corrélation entre la profondeur de la réponse histologique et la survie des patients. Dans l'épidermoïde, ça en prend le chemin, c'est pour l'instant pas encore complètement confirmé. Il y a eu cet essai donc dédié, c'est un essai de phase 2, avec cette stratégie néoadjuvante dans le carcinome épidermoïde. C'était quoi donc? Critère principal, donc c'était 79 patients. Je vous ai montré les caractéristiques brièvement. Encore une fois, c'est majoritairement des patients avec un épidermoïde de la tête et du cou, 80%, de stade 3, de stade 4, mais sans atteinte viscérale, on peut le penser, parce que c'était des patients qui étaient considérés comme opérables. Parce que pour être en stratégie néoadjuvante, c'est un critère d'inclusion, c'est que la tumeur doit être opérable. Et c'était essentiellement des patients avec des atteintes ganglionnaires. Le critère de jugement principal de cette étude, ce n'était pas la survie, hein, c'était la réponse pathologique complète, le critère principal de jugement, et secondaire, presque complet, majeur, c'est-à-dire les complets et les presque complets. Pardon. Les patients, donc, ils recevaient du sémiplimab, 4 doses, avec plusieurs imageries, une imagerie à baseline, après les 4 cures, avant la chirurgie, après la chirurgie. Et au décours de la chirurgie, ce n'est pas présenté encore, c'était un peu laissé au choix de l'investigateur. Est-ce qu'on fait de la radiothérapie derrière? Est-ce qu'on fait de l'immunothérapie adjuvante ou est-ce qu'on surveille? Ce n'est pas le sujet de cette publication. En tout cas, ce que ça montrait, c'est que sur le critère de jugement principal, donc la réponse pathologique complète, elle est de l'ordre de 51% chez ces patients après 4 cures d'immunothérapie. Et si on poule avec les presque complètes, on a donc la majeure qui est de 64%. Et vous voyez ici, sur les histogrammes, qu'il y a cette discordance parfois, ça aussi c'est bien établi. L'épidermoïde, c'est tellement la plupart du temps une tumeur visible, j'ai envie de dire l'imagerie est peut-être moins utile que dans le mélanome. Il faut savoir qu'il peut y avoir une discordance entre la réponse pathologique et la réponse radiologique. Autrement dit, il peut parfois y avoir une progression radiologique, ce qui est vrai pour les atteintes ganglionnaires, alors que sur la pièce opératoire, on est en réponse pathologique complète, notamment par un infiltrat inflammatoire qui donne l'impression de progression par l'imagerie. En tout cas, des résultats intéressants. Et qu'est-ce que ça montre en termes de survie? Mais ça, c'est des analyses secondaires, ce n'est pas le critère principal de l'étude, mais c'est ce qu'on attendait un petit peu. Première chose, c'est que globalement, les courbes de survie sans événement, elles sont quand même très intéressantes, avec 4 cures de sémiplimab. Et ça se dessine de façon moins nette que dans le mélanome, mais quand on voit, c'est les courbes du dessous, que les patients, quand ils sont en réponse pathologique,
complète ou quasi complète, c'est les courbes du dessus, la survie sans récidive est plus importante que s'il y a moins de réponses. Mais je suis d'accord que les courbes se distinguent moins, notamment dans ce qui est de la réponse pathologique partielle. On ne voit pas très bien, mais c'est cette courbe-là, la verte ici. On a l'impression qu'en fait, qu'on soit en complet, presque complet ou partiel, on est bien, et il y a les non complets. Dans le mélanome, il y a quand même un cut-off avec ceux qui sont en partiel, qui sont quand même de bien moins bons pronostics. Et donc ça, nous, c'était juste pour montrer qu'on avait rapporté un cas avec un patient qui avait ce gros épidermoïde avec atteinte ganglionnaire, comme vous le voyez au PET scan ici, bilatéral. Il avait on l'avait fait du pembrolizumab, et il avait une réponse histologique complète sur la tumeur, sur la tumeur primitive et dans les ganglions. Un des bémols de la stratégie néoadjuvante, c'est cette histoire de tumeur chaude, tumeur froide, parce que comme vous le savez, il y a des tumeurs qui sont immunorésistantes et d'autres immunosensibles. Donc quand c'est immunosensible, oui, mais quand c'est immunorésistant, c'est potentiellement une perte de chance pour le patient, parce que vous l'avez bien compris, si on initie le traitement par de l'immunothérapie, on retarde la chirurgie. Et si en plus la tumeur est immunorésistante, la tumeur peut grossir et ça va rendre la tumeur, qui était ici éventuellement opérable, non opérable, ou en tout cas c'est une perte de chance. Donc ça, c'est un des bémols de l'immunothérapie néoadjuvante, c'est que si on est confronté à une tumeur immunorésistante, on peut considérer qu'il y a une petite perte de chance pour le patient. Ça, c'était un autre exemple de patient qui était en stratégie néoadjuvante dans le cadre d'un protocole. Et vous le voyez, après 3 cures d'immunothérapie par anti-PDL1, il y avait une progression qui a rendu la chirurgie beaucoup plus compliquée. Voilà, et donc juste pour terminer, alors pour les nouveautés, il n'y a pas grand-chose, si c'était le dernier point, je vais y venir. Il y a des essais, donc il y avait le cosibelimab, je vous ai montré la photo de cette énorme tumeur de l'épaule, qui est un anti-PDL1, donc on n'est quand même pas dans une innovation thérapeutique incroyable. Des anti-PDL1 qui sont développés par voie orale dans l'épidermoïde. Il y a aussi l'essai SERPAS, que je pense que vous avez eu, qui était assez intéressant, mais pour l'instant, qui est négatif sur les critères de jugement, les 2 critères de jugement principaux, qui étaient le taux de réponse. L'étude SERPAS a comparé le cemiplimab, donc un anti-PD1, versus la bithérapie cemiplimab plus un virus oncolytique modifié HSV, qui est le RP1. Et ça n'a pas montré de supériorité en termes de réponse objective. Et puis il y a le daromune, je voulais en parler parce que c'est un petit traitement qui est petit à petit en train d'avancer, notamment dans le mélanome. Ça a été un peu le scoop à l'ASCO cet été, le daromune, parce que c'était un essai de phase 3 positif. Et maintenant, il y a un accès précoce en France dans le mélanome. Nous, on a 3 patients dans le service actuellement traités. Le daromune, qu'est-ce que c'est? C'est une autre classe médicamenteuse, ce n'est pas un checkpoint inhibiteur. C'est une immunocytokine qui va cibler la fibronectine sur les cellules tumorales, avec différents fragments. Il y a le darlequine qui se combine à 2 fragments fusionnés à l'IL2, qui est une vieille cytokine immunomodulatrice qu'on connaît dans le mélanome, et le fibromune qui, lui, va aller s'assembler à un trimère avec le TNF-alpha. Et ça s'injecte en intratumoral, le daromune. Dans le mélanome, en tout cas, c'était designé une injection par semaine dans les lésions. Et il y a déjà quelques données. Quand vous regardez, il y a eu des petites données préliminaires. C'est surtout les Allemands qui ont développé ça. Dans les épidermoïdes, dans les basocellulaires. Et c'est quelque chose qui est en train d'avancer en oncodermato. Et ça peut être une stratégie, parce qu'on a vraiment envie, quand même, sur ces grosses tumeurs, parfois, chez les patients âgés morbides, d'avoir accès à des traitements locaux qui nous manque cruellement en oncodermato, et peut-être que le daromune en sera un. Voilà. Merci beaucoup. Henri, je crois qu'il n'y a pas de questions, du coup. D'accord, donc je ne sais pas si vous avez des... Oui. Merci beaucoup. J'avais juste une remarque, parce que vous signaliez au début que vous avez plusieurs classifications pour le stade. Nous aussi, en ANAPAT, on a des problèmes pour la mesure de l'épaisseur. Parce que la dernière AJCC ou l'avant-dernière conseillait de mesurer par rapport à l'épaule de la tumeur et pas comme un Breslow. Mais il y a beaucoup de littérature là-dessus, parce que vous comprenez bien que quand on a une tumeur très exophytique, on peut avoir un très fort Breslow qui va du haut de la tumeur jusqu'à la dernière cellule, alors que selon la JCC, il faut mesurer en reconstituant l'épiderme, une ligne qui passe par l'épiderme adjacent normal. Et donc on a une épaisseur moins importante. Voilà, donc c'est peut-être important que dans nos comptes rendus, on précise qu'on mesure soit un Breslow, soit un front d'invasion, parce que je pense que les 6 mm ne seront pas les mêmes forcément sur une tumeur exophytique où on va tout de suite aller
sur des choses très épaisses. Et donc, vous pouvez de temps en temps peut-être trouver que vous avez des discordances entre la clinique et ce que vous répond votre pathologiste, parce qu'on peut avoir une tumeur très exophytique et qui infiltre très peu en profondeur, et donc avec un gros Breslow, mais une faible épaisseur du front d'évasion. Tout ça, c'est des subtilités. Il y a beaucoup de débats dans la littérature. Aujourd'hui, on dit que le Breslow est plus fiable parce qu'on le mesure depuis tellement longtemps dans le mélanome que tout le monde sait mesurer un Breslow, alors que tout le monde ne sait pas mesurer de façon identique et reproductible entre nous une épaisseur d'invasion selon la dernière AJCC. Voilà. Donc c'était juste une remarque de pathologiste. Oui, après, moi j'aurais du coup aussi une question sur justement cette dernière diapositive à venir, sur la place du vaccin, puisqu'il y a notamment en néoadjuvant, sur un peu aussi par analogie avec le mélanome. Il y a le vaccin ARN, oui, il y a des essais en néoadjuvant dans l'épidermoïde qui sont en cours. On va voir déjà après, parce que dans le mélanome, enfin dans le poumon et dans le mélanome, c'est bien avancé. On va voir, c'est vrai qu'on en entend énormément parler. C'est également très très séduisant physiopathologiquement. Il faut qu'on attende d'avoir les confirmations, mais ça peut avoir sa place dans l'épidermoïde, oui. Et mon autre question aussi, c'était sur la stratégie, en fait, parce que nous, on s'interroge souvent en RCP sur ces carcinomes épidermoïdes localement avancés. Quand on met en place l'immunothérapie, on s'interroge souvent sur quand est-ce qu'on fait la radiothérapie. Vous, c'est quoi votre attitude? Vous la prévoyez d'emblée en concomitant ou vous attendez de voir au bout de 4 cycles, puisqu'il peut y avoir, comme tu me disais, une réponse rapide finalement, de voir comment ça se passe, s'il faut la faire ou pas, ou comment vous faites? Alors, on fait pas, pourtant on est assez pro-radiothérapie sur Nice. On s'entend très très bien avec l'équipe de radiothérapie. Notamment, nous aussi. Hein. Voilà. Donc on est, parce que là, ce que je prépare le terrain parce que je vais... On fait beaucoup moins de radiothérapie dans l'épidermoïde que dans le mélanome, par exemple, alors que c'est presque un peu contre-intuitif. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que ça marche quand même souvent très bien tout seul, l'immunothérapie. Que c'est quand même souvent des patients un peu âgés, comorbides, fatigués, et c'est fatigant, la radiothérapie, sur les schémas conventionnels. On retombe sur des schémas où, au final, on perd la qualité de vie. Alors que ce que j'ai présenté là, c'est un peu l'avantage et le côté, je trouve, très, très séduisant et vraiment on rend service aux patients. C'est que des fois, en quelques cycles d'immuno, et après, on les laisse tranquilles et ça marche. Donc, on ne les positionne pas forcément en première ligne. Par contre, si on est en échappement, ou alors, en dehors de ce contexte-là, c'est plutôt en rattrapage, pour tenter de rattraper. Alors, on va faire immunothérapie plus radiothérapie, ou immunothérapie plus cetuximab, ou parfois la triplette. On va faire de la chimio en deuxième ligne. Enfin, honnêtement, on n'arrive pas à la positionner. On fait de la chimio pour les formes extracérébrales, enfin céphaliques. On avait des transplants rénaux. Je crois que c'est un peu. Mais on ne fait pas forcément de radiothérapie en première ligne. Cypriane, tu valides. C'est vrai que la radiothérapie, on ne la fait pas forcément d'emblée. On attend de voir 3-4 cycles, de voir comment ça se passe. Ensuite, moi, j'avais encore une autre question sur les transplantés d'organes. Est-ce que tu y vas sans te poser de questions ou parce que nous, on est encore, je pense encore un peu frileux. C'est en train un peu d'évoluer. J'en profite pour faire de la pub. Il y a la JAC le 12 et le 13 juin à Paris, qui est organisée par le GCC, donc notre groupe, et le groupe de transplantés. Donc c'est une réunion sur 2 jours vraiment dédiée cancer cutané et transplanté d'organes, et notamment les transplantés rénaux. C'est le 12 et le 13 juin à Paris. Et c'est en train un peu de bouger. J'ai l'impression qu'on se détend de plus en plus pour les greffés rénaux. Je parle pas. C'est votre cas. Vous faites, tu fais en première ligne. En tout cas, je l'expose d'emblée aux patients. Et clairement, ce qui arrive tout de suite sur la discussion, c'est le retour en dialyse. Et je pense qu'il faut être totalement transparent et dire aux patients que c'est 30% le risque de retour, 30-40%. Ça dépend si on regarde les études, là aussi. Mais il y a ce risque qui n'est pas négligeable de retour en dialyse. Et c'est vrai que souvent, c'est assez rédhibitoire pour les patients. Ils ne veulent pas. Le retour en dialyse, c'est niette. Et donc, on fait de la chimio. Alors, ça nous arrive de faire de l'immuno de deuxième ligne. Mais bon, franchement, là, on arrive un peu après. Et puis, on a été hyper toxique avec la chimio. Mais bon, après, au final, c'est 30-40% de rejet. L'impression que petit à petit, en adaptant vraiment le traitement immunosuppresseur, nous, c'est pas toujours évident avec les néphrologues, je sais pas, mais des fois, ils sont pas très enclins à faire leur switch en minimisant la corticothérapie. On arrive, mais bon, c'est sûr que. Mais on sent que ces patients-là, si tu leur,
si tu fais pas l'immuno, enfin, je sais Et pas de sans votre faire, expérience, mais on n'y sans arrive pas. faire C'est juste. d'Erbitux, sans faire de cetuximab d'emblée On le associé aussi. Non, Non. pas forcément. Parce que, enfin, je te dis ça, mais on l'a fait la semaine dernière pour un patient. Enfin, là, au début, on a fait Cetux, il avait 56 ans. Et donc, vous le faites hors transplanté, vous faites anti-PD1 cetuximab, hors tête et cou, d'emblée en première. Oui, après, je ne vais pas te dire qu'on a Non, 30 patients. Hein. On en a eu 2, 3. On j'en- avait un sur un Verneuil. Je crois qu'il y a une J'en interne profite de du coup collègue, pour dire, pour faire passer le message à nos collègues. Carlos n'est pas là, mais on a une phase. Il y a une phase 1 là qui est ouverte pour les épidermoïdes localement avancés ou métastatiques, où ils ont Régénéron en combinaison avec un bispécifique, un anti-EGFR. En première ligne, ils ont cette combinaison avec le sémiplimab, quoi. Hein. Donc voilà, pour dire à nos collègues cette phase 1. Et je crois qu'il y a une question. Ah non, tu me faisais coucou. Ah, coucou. Je croyais que... Et dans les essais ouverts, il y a aussi le vaccin ARN qui est ouvert en néoadjuvant dans le carcinome épidermoïde. Et je crois que c'est très important d'orienter les patients parce que c'est quand même une opportunité importante. Henri, merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Pardon. Oui. Enfin, une question, déjà un commentaire. C'est que effectivement, tu l'as souligné moi, je suis extrêmement inquiet pour les années à venir sur nos RCP parce que c'est l'enfer. C'est un volume de patients qui est absolument exponentiel d'année en année. Et puis aujourd'hui, quand on vous adresse un patient de 95 ans pour prise en charge, globalement, c'est rare que la famille entende qu'on ne fasse rien. Donc je pense que les années à venir vont être absolument épouvantables malgré les progrès thérapeutiques, justement. Et donc, je ne sais pas trop comment... Oui, justement, oui. Je ne sais pas trop comment on va gérer tout ça dans le futur. Pardon ? 80%. Oui, travailler à 80%. Donc ça, c'est une piste. Oui, ma réflexion, c'était aussi sur les greffés, parce qu'effectivement, au départ, on était très pusillanime, parce que c'était au moins 50% de rejet. Aujourd'hui, je pense que déjà, les greffeurs modifient leur... Il y a le protocole Pulse Cortico qui a été communiqué à l'ASCO. Bon, voilà, mais plus à 30-35. Avec les bolus de corticoïdes, où ça diminue à 30%. Oui, tout à fait. Et oui, on voit bien les mêmes problématiques qu'on a à Toulouse. Peut-être qu'on n'est pas assez agressif au départ, en fait, sur notre première ligne. Et moi, personnellement, je suis peut-être trop demandeur de radiothérapie complémentaire mais c'est une réflexion personnelle. Cyprien, vas-y. Oui, j'avais une question qui rejoint un peu celle de Vincent j'avais une question sur les indications de radiothérapie de l'adjuvant. Parce qu'il existe en fait aussi des classifications, notamment australiennes. Je ne sais pas si vous les avez, ce qu'on en suit souvent à Toulouse, qui classent en fait les facteurs de risque en facteurs formels, non formels. Par exemple, il y a 2 facteurs formels, donc il suffit d'avoir un seul facteur pour poser l'indication de radiothérapie, versus les facteurs non formels, il en faut 2 ou 3. Donc, est-ce que sur Nice, vous avez ce genre de classification des facteurs en cas de résection R0 pour poser l'indication de radiothérapie, justement? Oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a ce critère où souvent, ce qui était un peu retenu comme indication à la radiothérapie adjuvante, c'était hors neurotropisme, mais 2 facteurs de risque retrouvés sur la tumeur initiale ou sur le terrain, incitent à faire de la radiothérapie adjuvante. Mais encore une fois, avec un niveau de preuve qui est très faible. Et à l'inverse, souvent, et c'était un peu le raisonnement qu'on avait, si on n'a que le neurotropisme comme facteur, à lui seul est suffisant pour déclencher la radiothérapie. C'était un peu notre attitude. Donc oui. Pas d'autres questions? Non? Oui. Peut-être clore. Merci encore 1000 fois d'être venu. Merci à vous.